En effet, bonjour Olivier Véran. Bonjour. On va quitter les pentes du Mont Blanc fraîches pour malheureusement cette actualité très brûlante, caniculaire. Et c'est d'abord incendies de Gironde où la situation continue de s'aggraver, disent les pompiers ce matin. Est-ce que finalement l'État n'est pas en train d'être débordé par ce qui se passe et n'a pas les moyens de contenir ces gigantesques incendies ? Face à ces images de drame absolu, de ces forêts, de cette pinède qui flambe, des milliers, plus de 15 000 hectares sont déjà partis en fumée dans la Gironde. Nous avons des pompiers qui sont remarquables et qui se battent pied à pied, nuit et jour, qui se battent. Ils sont des milliers à le faire. Nous renforçons, le ministre de l'Intérieur l'a annoncé hier, de plus en plus les effectifs parce que les vents sont tournants et donc la maîtrise du feu est rendue difficile. Les fortes chaleurs, ce vent tournant. Nous avons également mobilisé les 18 de nos bombardiers, qui sont ces avions qui sont capables de propulser de l'eau. Ce sont des avions qui se sont améliorés avec le temps. D'ailleurs, nous sommes le pays européen qui dispose de la plus grosse flotte de ces avions. La France est avions. Également aidée. Est-ce qu'elle est suffisamment équipée ? Est-ce qu'à l'avenir, il ne faudra pas fabriquer, acheter plus exactement, de nouveaux Canadair, rendre le pays plus compatible avec ces épisodes, malheureusement, d'incendies et de canicules qui se multiplient ? C'est le cas. Nous sommes déjà le pays européen qui dispose de la plus grosse flotte aérienne pour lutter face aux incendies. Et nous avons 3 nouveaux avions qui sont commandés ou en instance de livraison et d'autres qui viendront dans les années à venir, évidemment, pour moderniser encore davantage. Et puis, que ce soit les hélicos ou les avions, ils sont dotés de capacités de propulsion d'eau qui sont plus importantes que ce que nous avions auparavant. Ça ne suffira pas, je dirais, pour empêcher qu'il y ait des incendies. En revanche, avoir des outils modernes pour lutter contre les incendies, ce qui est le cas de la France, avoir surtout des pompiers dévoués, c'est absolument indispensable face à cette chaleur ambiante qui monte, à ces épisodes de canicule et à ces embrasements des pinèdes et des forêts. Ce jour de canicule qui sera peut-être sans précédent en France, avec des records qui vont sans aucun doute tomber. Est-ce que l'ancien ministre de la Santé que vous êtes est inquiet pour la situation aussi sanitaire dans les hôpitaux qui font déjà face à une augmentation des cas, des admissions à cause de la dernière épidémie de Covid? Est-ce que vous n'allez pas être débordé, notamment par les conséquences de la canicule sur les personnes fragiles? L'impact sanitaire d'une canicule, il est retardé par rapport à la vague de chaleur. C'est si les gens se déshydratent, parce qu'ils ne s'hydratent pas suffisamment, parce qu'ils sont très au chaud, notamment les personnes âgées qui ne sentent pas la soif, ou les petits qui ne peuvent pas dire forcément qu'ils ont soif. C'est pour ça qu'il faut bien s'hydrater, il faut bien se préserver des chaleurs. S'il y a un impact sanitaire, en général, il est retardé de quelques jours. Les services d'urgence sont-ils prêts ? Ça veut dire, oui, les services d'urgence, de toute façon, sont toujours prêts face à toute situation, même si c'est difficile pour les soignants aujourd'hui, comme ça l'était il y a quelques mois. Je dirais que la vague Covid n'entraîne pas une vague hospitalière très forte, très violente. Néanmoins, ça, plus ça, les hôpitaux ça fait une charge hospitalière importante. Aujourd'hui, ne seront pas débordés, aujourd'hui et les jours qui viennent, entre l'épidémie de Covid et les conséquences de la canicule. Vous n'avez pas d'inquiétude à ce sujet? J'ai envie de vous dire que le débordement des services d'urgence, il est quasi quotidien et depuis plusieurs mois dans notre pays, avec la conséquence des déserts médicaux. C'est pour ça que nous avons supprimé le numerus clausus, avec des hôpitaux qui ont été saturés par les vagues Covid. Mais ils font face, avec beaucoup de courage aussi. On en vient à l'autre actualité du jour, le début de l'examen du fameux projet de loi sur le pouvoir d'achat. C'est un des axes majeurs de ce début de quinquennat pour Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes prêt à bouger, à faire comme l'a appelé le président, des compromis responsables, par exemple sur le prix du carburant? Très concrètement, la droite vous demande de le baisser à 1,50 € le litre. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce qu'on est prêt à bouger ? De façon générale, oui. Est-ce qu'on était prêt à bouger sur cette mesure en particulier ? Non, parce qu'elle coûte 50 milliards d'euros et qu'elle n'est pas de nature à répondre à l'objectif qui est le nôtre, c'est de protéger l'économie de notre pays et les économies des Français. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que tout le week-end, les téléphones ont chauffé tous azimuts, qu'on a consulté à gauche, qu'on a consulté à droite, la Première ministre s'y est mise, l'ensemble des membres du gouvernement l'ont fait, les rapporteurs à l'Assemblée aussi, pour trouver des voies d'accord et pour être capable de dire à des oppositions qu'on a envie de bosser avec eux. Je vous donne quelques exemples. Un exemple communiste, par exemple, sur les petites retraites agricoles. On en parle avec le président du groupe, André Chassaigne. Avec la droite, nous discutons, par exemple, de modalités de meilleure reconnaissance des heures supplémentaires ou de rachat de comptes épargne-temps, avec l'ensemble des groupes. Défiscalisation qui sera plus élevé. Qui pourrait être plus élevé si le Parlement le décidait, oui. Nous travaillons aussi avec l'ensemble des groupes parlementaires, par exemple sur le financement des collectivités, après l'augmentation d'un certain nombre de dépenses qui peuvent leur être imputées. Bref, nous travaillons tous azimuts. Le téléphone,
je vous le redis, chauffe. Oui. Le débat parlementaire va commencer cette semaine dans l'hémicycle. Moi, je suis convaincu qu'on va trouver un bon accord pour les Pour Français. en revenir d'un mot quand même au carburant, il y a actuellement, les Français le savent, une remise de 18 centimes à la pompe pour tout le monde. Vous avez dans l'idée d'en faire des aides plus ciblées, c'est ce qu'a notamment dit le président Macron le 14 juillet. Est-ce que vous allez revenir là-dessus ou est-ce que vous allez garder cette aide de 18 centimes pour tout le monde? C'est important puisque ça concerne tous les gens qui se servent de leur voiture. Ce que nous voulons, c'est protéger en priorité les Français qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Parce que c'est eux qui font le plus de kilomètres et parce qu'ils ne peuvent pas se passer de leur véhicule pour aller travailler. Et nous voulons en priorité protéger celles et ceux qui vont travailler avec leur voiture et dont les moyens financiers ne leur permettent pas de supporter la hausse du prix de l'essence. C'est ça notre logique. Et c'est la logique que nous allons porter au Parlement. C'est-à-dire une extinction progressive de la remise de 18 centimes et par contre une augmentation des aides destinées et simple avec ce chèque qui sera de 100 à 300 euros, qui sera distribué à des millions de Français qui ont besoin de leur voiture pour travailler. De base, de fait, l'essence va réaugmenter si cette baisse de 18 centimes est abandonnée. De fait, le niveau de protection des Français les plus concernés par la hausse du prix de l'essence va augmenter par rapport à la ristourne actuelle. Les plus concernés, on l'entend bien. Et ils sont nombreux, Oui. On parle de plus de 10 millions de Français. 10 millions de Français. Sur le pétrole, plus de 10 millions, oui. La gauche notamment vous demande de taxer les surprofits des compagnies pétrolières. Pour l'instant, vous n'avez pas bougé là-dessus. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce qu'il y aura peut-être une clause dans ce projet qui prévoira cette disposition? D'abord, notre philosophie générale, dans le domaine de l'énergie comme ailleurs, c'est de demander aux entreprises de contribuer à l'effort en faveur du pouvoir d'achat des Français. Un certain nombre d'entreprises l'ont déjà fait, nous voulons l'amplifier, c'est la fameuse prime Macron, c'est la répartition des richesses pour les salariés au sein d'une entreprise qui verse des dividendes. Nous demandons aussi aux entreprises pétrolières, et nous l'avons fait avec Total qui a baissé de 10 centimes par litre, mais nous voulons que cet effort soit encore accentué dans les périodes à venir, pour que vraiment il y ait un effet de protection pour les Français. Une taxation des surprofits, nous sommes ouverts, est-ce qu'elle est à l'ordre du jour? Je vous réponds, on est ouvert à des mécanismes s'ils sont utiles, efficaces et rapides. Nous ne pensons pas qu'un système de taxation pour des groupes qui font beaucoup de profits, notamment à l'étranger, soit les dispositifs les plus efficaces. Mais le débat parlementaire, il doit servir à ça. Il doit servir à poser les choses en transparence sur la table et à identifier s'il s'avérait que c'était nécessaire, des mécanismes. Mais encore une fois, sans attendre, nous demandons aux entreprises de faire ces gestes pour leurs salariés. Hier, 17 juillet, Emmanuel Macron a commémoré les 80 ans de la rafle du Veldiv. Il a rappelé que pendant la Seconde Guerre mondiale, le maréchal Pétain n'avait cherché à, je le cite, à sauver aucun juif, mettant fin à une polémique lancée notamment par Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle. Il y a une autre polémique, c'est Mathilde Panot, la leader des députés insoumis, qui a reproché à Emmanuel Macron ses propos sur le maréchal Pétain de la Première Guerre mondiale, qu'il avait qualifié de grand soldat. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, finalement, ce rapprochement entre ces deux propos? Mathilde Panot, la présidente du groupe Insoumis, elle est dans l'agressivité permanente. Elle vous parle pas, elle vous engueule. Elle écrit pas, elle offense. Ce tweet est extrêmement cynique. Il n'y a pas une fois le mot juif, il n'y a pas une fois le mot antisémitisme. Manipuler ou vouloir tenter de manipuler quelque chose comme la rafle du Veldiv, alors même que le président, en même temps, vous l'avez dit, était en train d'inaugurer dans l'ancienne gare de Pithiviers un nouveau lieu de commémoration de ce drame humain insupportable qui s'est passé. Il faut éviter de franchir le point Godwin à chaque fois qu'on tweet, sinon on prend un pseudonyme. Et il faut essayer d'apaiser le débat en politique. Il faut faire extrêmement attention. Il faut faire extrêmement attention. Macron avait rendu quand même hommage au maréchal Pétain de la Première Guerre mondiale en disant que ça avait été un grand soldat. Factuellement, c'est exact. Vous voyez, c'est précisément ce qu'elle cherche à faire. C'est un jour comme celui-ci, alors que vous avez les Français qui commémorent l'un des événements les plus dramatiques que notre humanité ait connu, vouloir essayer de faire de la mousse, de faire de la polémique, pour qu'au lieu de parler du problème, qui est le fait qu'il y a encore de l'antisémitisme dans notre pays, et qu'il y a des juifs qui ne sont pas encore en situation de sécurité dans notre pays, et qu'il y a des mouvements politiques qui ne sont pas clairs par rapport à l'antisémitisme, on aille chercher dans les archives un bout de phrase décontextualisée qu'on pourrait prêter à tel ou tel. Je ne m'inscrirai pas dans cette volonté de nuire au débat public. Dernière question, Caroline Cayeux, votre collègue qui est ministre de la Cohésion des Territoires, est-ce qu'elle est confortable, j'allais dire, dans son ministère aujourd'hui, alors que la polémique qui la concerne ne retombe pas? Certains considèrent qu'elle a eu des propos homophobes, notamment dans une interview récente où elle a parlé, entre guillemets, de ces gens-là. Il y a eu une tribune de plusieurs personnalités qui sont parfois favorables à votre majorité, qui dénoncent ces propos. Votre collègue Clément Beaune, l'a dénoncé.
est-ce que Caroline Cayeux peut rester ministre? Non, mais personne dans la majorité n'est confortable avec les propos qui ont été tenus. Et j'ai eu Madame Caroline Cayeux, ma collègue, au téléphone rapidement, qui m'a dit qu'elle était absolument désolée d'avoir provoqué cela, qu'elle n'avait absolument pas voulu blesser. Et je comprends que les gens aient pu être blessés, encore une fois. Et c'est pour ça que j'ai souhaité l'appeler pour en avoir le cœur net. Elle m'a dit, il y a 10 ans, mon groupe politique, la droite en général, était contre le mariage pour tous. J'étais député socialiste dans l'hémicycle. J'ai bataillé et j'ai voté le mariage pour tous. Ce qu'elle me dit, c'est qu'avec le recul, évidemment, aujourd'hui, elle regrette et qu'elle l'aurait voté. Elle aurait même voté la PMA pour toutes. Ça tombe bien, elle fait partie d'un gouvernement qui lutte contre les discriminations. C'est moi qui ai porté la fin de la discrimination sur le don de sang pour les homosexuels, par exemple, et on continuera d'avoir des progrès sociaux. Et je suis encore une fois convaincu, je comprends les tribunes, je comprends tout ça. Elle s'est excusée. Elle s'est excusée. C'est une gaffe, elle a clarifié. Monsieur Véran. Mais c'est pas une gaffe, c'est une erreur. Mais elle s'en est excusée. Il n'y a pas souvent des responsables politiques qui s'excusent d'avoir blessé ou d'avoir fait des erreurs. Vous venez de m'interroger sur une responsable politique qui a commis, non pas une erreur, mais qui a fait beaucoup de cynisme. Avec beaucoup de cynisme, a fait des attaques qui sont déraisonnables. On verra si elle s'excuse. Mme Cayeux s'est excusée. On passe à autre chose. On vous a entendu. Merci beaucoup, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement.